Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Et oui, on est la première semaine du mois de novembre, on est le 5 novembre, donc qui dit première semaine dit conseil de classe. Vous avez l'habitude depuis l'an passé, on vous fait le surdoué, la bonne surprise, le peut mieux faire et le cancre. Avec une petite nouveauté cette année, on va élire nos délégués du mois, on les met au tableau d'honneur. Et pour parler de tout ça, j'ai invité la crème de la crème, j'ai envie de dire. Notre historique, il est là depuis le début de N1, c'est Chris. Salut Chris, comment ça va ? Salut à tous, salut à tous ceux qui nous écoutent surtout. Ravi d'être avec vous, très content d'être dans ce premier conseil de classe. C'est un rendez-vous qu'on a mis en place l'année dernière avec toi Yannick, qui a plutôt bien fonctionné. C'est un rendez-vous qu'on apprécie particulièrement. Donc on relance ça avec la petite nouveauté qui va bien, qu'on vous présentera en fin d'émission. Mais hâte de pouvoir débattre avec les bons, les mauvais élèves. Voilà, c'est le petit épisode qu'on aime bien en début de mois. Exactement. Allez, vous avez appris à les connaître, nos deux nouveaux cette année qui sont avec nous sur N1. On va commencer par Julien. Salut Jules, comment ça va ? Salut Yaya, ça va. Bon, les World Series sont finis, ça y est, tu commences à dormir ? Ouais, je retrouve un peu le jour déjà, c'est pas mal, un peu le goût de la vie presque. Et de retour. Bon, ok. Et notre spécialiste NFL qu'on retrouve également sur Tailgates, c'est Vincent. Salut Vince, comment ça va ? Salut à toutes, salut à tous. Et oui, effectivement, une belle reprise de NBA. On a vu beaucoup de choses déjà à droite à gauche. On a beaucoup de choses à se dire dans ce format qui va être super sympa, je pense, quand on va parler un peu de nos équipes que l'on a piquées. Exactement. Alors, avant de rentrer, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez l'habitude, Instagram, Facebook, Twitter, enfin, tutti quanti. Également, sur les applis de streaming, parce qu'on fait quelques lives de temps en temps, notamment sur Twitch et YouTube. Et également, venez discuter avec nous sur le Discord communautaire. Allez, on est parti, on vous réexplique les règles. On a tous choisi des équipes pour le conseil de classe. On a donc le surdoué, c'est moi qui vais le présenter. C'est un choix de la rédaction. Normalement, moi, je suis plutôt un cancre. On a également la bonne surprise. La bonne surprise, c'est Julien qui nous présentera sa bonne surprise. Le peut mieux faire, l'équipe qui peut mieux faire, ça sera Chris. Et enfin, le cancre, c'est Vince. Alors, les mauvaises langues. Je ne parlerai de personne dans la rédaction de TF1, n'est-ce pas, Flav, a dit que ça allait très bien avec Vince, le cancre. Mais bon, je ne vois pas pourquoi. Allez, et on débattra dessus, on se présentera pourquoi on a choisi cette équipe, et derrière, on débattra, et on donnera, nous aussi, nos bonnes surprises, tout ça, nos équipes qu'on a pris à chaque item. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite par le surdoué. Pour moi, le surdoué, ils ont 6 victoires, 0 défaites. Numéro 18e à l'offensive rating. Premier au defensive rating. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le rating, c'est le nombre de points par 100 possessions. Et donc, ils sont deuxième au net rating, c'est-à-dire plus de paniers sur 100 possessions. Tout ça. Et donc, pour moi, c'est OKC, les Thunder, qui sont la bonne surprise pour moi, enfin même pas, qui sont la confirmation. L'année dernière, ils étaient premiers et ils sont partis pour cruiser encore une fois. Alors moi, je voulais surtout parler de plusieurs choses, c'est qu'ils arrivent à être invaincus avec des joueurs qui sont blessés. Je pense notamment à Jalen Williams, qui était très important pour eux dans leur saison de l'an passé, et leur recrue star, j'ai envie de dire, Isaiah Hartenstein, qui lui aussi est blessé, mais il continue à performer. Et du coup, on a notre petit Français, comment il s'appelle, Ousmane Dieng, qui prend des minutes sur le poste de pivot. Pour moi, c'est vraiment l'équipe qui est en total contrôle et qui, moi, je pensais qu'ils auraient du mal cette année à confirmer. Mais non, mais on a un SGA qui marche sur la ligue et une confirmation pour le sophomore, Chet Holmgren. Vous, les gars, est-ce que vous partagez mon point de vue en les mettant en surdoué ?
Bon, moi, je vais me lancer, tiens. C'est une équipe, oui, qu'on est obligé de classer très haut dans ce premier conseil de classe, de par le bilan, tu l'as dit, de par le jeu, le fond de jeu, ce qui est proposé. Il y a une vraie continuité dans ce qui a été proposé l'année dernière. Tu as donné les chiffres, les net ratings, les defensive ratings, etc., etc. Mais même, c'est vrai que donc il y a ça compte dans l'impression. La façon de jouer, tu vois vraiment que l'équipe elle est prête. Tu as des équipes, on en parlera peut-être dans cette émission, ou même certaines que vous, auditeurs, auditrices, vous avez dû observer. On les voit, elles sont pas encore prêtes, elles sont encore en ajustement, c'est le début de saison. Mais là, le Thunder, c'est vraiment impressionnant dans la façon de jouer. Quand tu regardes un petit peu les scores, contre Denver, ils encaissent que 87 points, contre Chicago que 95, contre les Spurs que 93, contre les Clippers que 92. C'est vraiment des petits scorings dans la NBA de 2024. Donc ça montre vraiment que l'assise défensive est déjà là. Après, offensivement, chez Gilgeous Alexander est toujours aussi impressionnant. Chet Holmgren aussi fait un premier mois, on va dire, mais c'était un très court mois, mais première partie de saison vraiment impressionnant. Et non, c'est une équipe vraiment qui surprend de mon point de vue, parce que je te rejoins, je m'attendais, je voulais voir si ça allait pouvoir confirmer, et pour l'instant, je les trouve même en avance, tu vois, sur leur temps de passage, on va dire ça comme ça. Donc, extrêmement intéressant de voir la suite pour le Thunder, sachant que le calendrier est quand même assez intéressant. Tu as du Nuggets, tu as du Rockets, tu as du Warriors, donc tu as des équipes qui vont être intéressantes à battre et à observer contre cette équipe du Thunder. Exactement. Là, les prochains matchs, donc ils reçoivent, quand vous écouterez le podcast, ils auront joué à domicile contre le Magic, et ensuite ça va du côté de Denver, ça reçoit Houston, ça reçoit les Warriors, ça reçoit les Clippers. Il y a beaucoup de matchs à domicile là, pendant quelques matchs, pendant tout le mois de novembre. Donc ça va être un bon moyen d'étalonner cette équipe. Vous les gars, comment vous voyez OKC? Mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est une confirmation. On ne voyait pas, on n'attendait peut-être pas un démarrage aussi en trombe que cela. Ils avaient bien fini l'année dernière. Ils avaient une très bonne équipe. Et en fait, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de continuité. Il n'y a pas beaucoup de gros changements dans cette équipe. On le sent. C'est-à-dire que c'est une équipe qui commence à se trouver sur le terrain, qui commence à savoir ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Ils ont un projet de jeu très clair, très précis, et ils l'appliquent. Alors après, ils ont les joueurs aussi pour l'appliquer, hein. Il ne faut pas se leurrer, mais ça reste très intéressant. Moi, je suis effectivement très, pas surpris, mais très content de voir l'évolution de cette équipe-là, qui est passée par beaucoup de stades ces dernières saisons, avec ce fameux trio qu'ils avaient entre KD, Russell et Harden, qui étaient en même temps Toi, tu veux faire plaisir à Chris, là. Non, mais voilà, je veux dire, ils sont passés par des équipes où il y avait énormément de monde, et ça n'a pas fité complètement. Ils ne sont pas arrivés au bout. Est-ce que ça va être avec cette équipe qui vont y aller? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont tout fait, et ils ont mis au niveau de la construction. Je trouve que c'est une équipe qui est très bien bâtie. Toi, Julien, comment tu les vois, toi, justement, eux? Je les vois sur la continuité, hein, c'est pour reprendre un petit peu tout ce qui s'est dit là, mais c'est exactement ça. C'est une équipe qui est bien construite, qui a su un peu, surtout se débarrasser je vais pas dire des éléments perturbateurs, mais de ce qui pouvait être une épine ou le petit caillou au fond de la chaussure, avec les affaires extrasportives qu'il y avait eu. Et tu sens que moi, je vais plus faire dans le ressenti, dans ce que ça dégage, mais il y a un état d'esprit qui est là depuis un an, qui se poursuit, une équipe qui est plaisante à voir, qui est jeune, qui a tout un potentiel. Après, il ne faut pas que le mur, quand ils vont arriver, je ne les vois pas s'effondrer, non, je les vois pas non plus s'effondrer sur la saison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que les moments clutch de la saison, ils les ratent, tu vois, des moments où il va falloir aller jouer des grosses séries ou des back-to-back qui vont être un peu compliqués à jouer contre des gros, et surtout arriver aux playoffs, il va pas falloir se prendre le mur des playoffs. On en est loin, certes, mais on peut, sans blessure, et si ça reste comme ça, on peut largement se dire que ça va aller aux playoffs.
Oui. Juste pour redire ce qu'a dit Julien, parce que c'est important, et il a complètement raison. C'est vrai que les affaires extrasportives ont été très très bien gérées, donc vraiment l'été a été très bien géré du côté d'OKC, avec cette fameuse affaire avec Josh Giddey l'année dernière. En plus, ils ont récupéré Alex Caruso, qui offre quand même un bon temps de jeu et une bonne solution de repli à SGA. Donc c'est vraiment très pertinent ce qu'ils ont fait cet été, et c'est vraiment à saluer. Ok. Ouais, Chris. Ouais, juste parce que je rebondis sur le côté émotion quand Vincent parlait de l'époque Westbrook, Harden, tout ça, Durant, c'est une équipe que j'ai vraiment adorée. Mais attention, parce qu'on sait comment ça s'est terminé. Attention à ne pas faire une bis repetita. Alors, on n'est pas du tout encore là-dedans, mais on sait très bien que la NBA, ça va très vite. On sait que les fenêtres de tir sont de plus en plus petites aussi, vu le niveau qui monte d'un point de vue général. Donc, il ne va pas falloir non plus que le Thunder, on leur donne peut-être 2 ans, 3 ans, sachant qu'en plus, Sam Presti a quand même pas mal de pics, donc il va pouvoir faire les petits réajustements, etc. Mais voilà. Moi, le petit bémol, ça va être, on est sur une continuité, tout ce que vous avez dit, je vous rejoins, mais quand arrivera, pour revenir sur ce que disait Julien, sur les moments qui comptent, il faudra concrétiser. On n'en est pas encore là, mais attention à ne pas reproduire l'histoire d'il y a 10 ans. Ok. En un mot, vous, qui vous auriez mis en surdoué? Vince. Cavalière. Ok. Julien. J'aurais mis le Thunder aussi. Ok. Et toi, Chris? Cleveland. 2-2. Eh bien, très bien. Allez, on enchaîne tout de suite. Donc, on a décerné la médaille. Ils seront tout en haut. On va passer à notre bonne surprise avec toi, Julien. Qui c'est que tu as mis en bonne surprise? Eh ben, j'ai mis les deux choix de Vincent et Chris. J'ai mis Cleveland. Pourquoi? Parce que c'est invaincu pour le moment. C'est pas, alors, je suis pas comme toi où je vais pas sortir des stats où ils sont leaders parce qu'ils sont pas vraiment des stats collectives là où ils sont leaders, mais ils proposent un jeu efficace et surtout ils vont gagner des matchs qui sont pas forcément évidents. Alors certes un peu sur le fil. Leur dernier match a été un peu juste, ils gagnent d'1 point, je crois. Ouais. Mais ceci dit, ils gèrent plutôt bien les moments forts et face aux adversaires, donc c'est plutôt intéressant. Je note que surtout, ils ont une constance qui est, et pour moi, parce que je suis sensible à ça, sans doute, mais sur le rebond défensif où ils gèrent quand même pas mal, ils se font pas trop dominer là-dessus, et ce qui leur permet d'aller chercher des matchs, des matchs un peu plus, je ne vais pas dire facilement, mais qui montrent que l'équipe défend bien et sait récupérer, et du coup ne laisse pas de seconde chance, en tout cas beaucoup de secondes chances aux équipes adverses. Et puis bonne surprise dans cette équipe, c'est Levert que j'ai trouvé plutôt intéressant et sur ses rentrées, qui a pas mal de temps de jeu, et après l'alchimie, ça tourne bien. C'est une équipe qui est agréable à voir avec des joueurs à droit aussi sous le panier. Je pense à Garland et Lively qui font le taf correctement, et c'est propre. Voilà, c'est juste ça, c'est que je trouve que c'est propre, ça joue plutôt bien et c'est intéressant. Si ça reste comme ça, ça va être solide et ça va prendre de la confiance. C'est juste ça, parce qu'il y a une solidité sur le rebond défensif et l'appui intérieur qui est plutôt très intéressant. Toi, Vince, comment tu vois justement les Cavaliers? Parce que pour toi, c'était le bon élève. Comment tu les vois? En fait, là encore, on parlait tout à l'heure de construction et tout ça. Je trouve qu'ils ont l'arrivée de Donovan Mitchell a changé quand même pas mal de choses du côté de Cleveland. Ils ont quand même su construire autour en gardant un peu ce qu'il y avait déjà dans le rooster de l'époque. Donc Julien a parlé de Caris LeVert qui effectivement fait une très bon début de saison, mais on a des Mobley, on a des Jarrett Allen qui sont aussi très très bons, et tout ça va permettre de faire une bonne alchimie. Moi je trouve qu'en fait c'est vraiment une équipe où l'attaque est vraiment de tous les côtés du terrain, et en défense ils sont très solidaires entre eux, donc je trouve ça très très bien construit, et oui effectivement moi je les voyais même dans le bon élève, parce que ils sont à 7-0,
et que c'était pas donné en début de saison de les voir à 7-0. Ok. Toi, Chris, tu les as mis aussi en élèves surdoués. C'est ça. Est-ce que, du coup, la pièce manquante du côté de Cleveland, c'était pas un joueur, mais plutôt Kenny Atkinson? Oh, la passe décisive. J'étais parti pour parler de Kenny Atkinson, donc tu vois, Mais attends, c'est l'expérience entre nous là, tu vois. Et vous oubliez Vincent Collet aussi. Ouais. Bon, on va pas lancer le sujet tout de suite. Non, mais oui, en fait, la pièce qui fait que ça fonctionne pour l'instant cette année, toujours pareil, on est sur même pas une dizaine de matchs, c'est ce coach-là. On avait beaucoup tapé sur l'ancien coaching staff du côté de Cleveland. On avait vu qu'on était arrivé au bout de la logique, au bout de la construction, au bout de la démarche. Kenny Atkinson, c'est vraiment un coach référencé. Il avait une expérience à Brooklyn qui avait été compliquée, mais dans un contexte particulier. Mais c'est un mec quand même qui est quand même reconnu dans ce milieu-là. Et en fait, il y arrive. Il y arrive à faire matcher ce backcourt Garland-Mitchell sur lequel on se posait pas mal de questions. Il arrive aussi à faire marcher ce front-court avec Mobley et Allen sur lequel on se posait aussi pas mal de questions sur les complémentarités. Moi, je sais qu'on a fait les previews avec l'ami Tom que je salue pour sa chaîne et on avait parlé de Cleveland. J'avais été invité pour parler des Cavaliers et voilà, on avait tout tourné autour de ça. Alors, c'est des joueurs individuellement qui fonctionnent bien, mais on avait des vraies questions sur ce quatuor-là, mais plutôt sur ce 2 et 2, c'est-à-dire Allen et... aidez-moi, Allen et Mobley, merci, et Mitchell et Garland. Et là, en fait, ça semble fonctionner. Donc pour l'instant, moi, j'ai envie d'y croire. Il y a le petit Wade aussi qui est pas mal là, qui est dans l'équipe, qui apporte du temps de jeu, qui apporte des choses intéressantes. Le dernier match, t'en parlais, Julien, qui s'est joué d'un point, c'était contre Milwaukee. Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire une petite brève pour le site et l'application TFA, où vraiment ça se joue à pas grand-chose contre une équipe des Bucks qui est mal en point, certes, mais qui est proposé un bon basket dans ce match-là contre Cleveland. Et en fait, là, tu vois que la réussite est pour les Cavs, parce que c'est le genre de match que quand tu as la réussite pour toi, tu vas aller l'arracher. Sur une dernière action, vous avez dû la voir, où Donovan Mitchell est quand même très mal parti. Il est à 2 doigts d'être sur le retour en zone. Après, il est à 2 doigts encore de perdre la balle et il arrive à faire un dernier shoot là, 0,3 secondes de la fin. Mais voilà, pour l'instant, la pièce tombe du côté de Cleveland, j'ai envie de te dire. Plutôt intéressant ce qu'il propose. Après, je reste quand même sur mes gardes. Mais c'est vrai que l'arrivée de Kenny Atkinson fait vraiment du bien à cette équipe des Cavs qui propose des choses intéressantes. Et on attend de voir la suite. Il y aura encore il y a des tests intéressants à venir, même s'ils n'ont pas le calendrier le plus compliqué pour les prochains jours, je t'avoue. Ouais, complètement. Ils rejouent les Bucks là, et après ils vont à New Orleans. Ils reçoivent les Warriors, ils reçoivent les Nets, ils vont à Chicago et à Philadelphie, et après ils reçoivent Chicago. Ouais. Donc oui, on sait qu'ils sont dans une division où il n'y a pas forcément beaucoup d'émulation, donc ils profitent à fond. Il faut gagner après en dehors de cette division, mais oui, ils sont partis pour cruiser sur la division. S'il n'y a pas de réveil du côté de Milwaukee, ils vont sortir premiers de leur division assez facilement. Hein. Toi, Julien, tu voulais dire quelque chose? Mais, je reviens sur le coaching et ce que j'ai trouvé, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, actuellement, c'est surtout la répartition des temps de jeu qui est quand même assez intelligente. Ouais. Il n'y a pas une surexposition des entre guillemets stars qui jouent plus de 30 ou 40 minutes. On est vraiment sur une répartition du jeu. On a, je crois, 8 joueurs qui sont à peu près dans la vingtaine, entre 18 et 20 minutes, voire un peu plus. Mais tu vois, c'est bien réparti. Et les joueurs, comme je parlais de Levert, mais tu vois, qui a su prendre le relais de manière assez efficace. Sa ligne de stats est plutôt bonne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a su plus gérer un collectif et redonner un dynamisme au collectif plutôt que de s'appuyer sur des individualités et essayer de gagner des matchs avec un Mitchell qui prend un max de shoot et un max de minutes. C'est bien réparti et les forces sont bien réparties du fait. Moi, je trouve que c'est pour ça aussi que c'est une bonne gestion de sa part. Ok.
on va passer tout de suite à qui vous voyez en bonne surprise, vous. Chris, c'était qui, toi, ta bonne surprise? Moi, c'était les Warriors. Vincent? On se suit avec Chris et moi, c'était les Warriors aussi. D'accord. Eh ben, vous savez quoi? Moi aussi. Oh, tiens. Ouais, je pense que c'est une équipe dont on sera amené à reparler dans la saison. Mais oui, c'est effectivement, pour moi, c'est aussi une des bonnes surprises. Personne ne pensait n'imaginer les Warriors à C'est ça. 6-1 avec le départ de Klay Thompson. Non. Il y a des quelques rumeurs de transfert d'ailleurs, du coup. Eh oui. Du coup. Enfin bon. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre équipe qui peut mieux faire. On commence un petit peu à tirer la sonnette d'alarme. On n'est pas encore à prendre le carnet de correspondance, hein, mais on n'est pas loin. Chris, qui c'est que tu vois qui pourrait mieux faire? Moi, c'est une équipe sur laquelle je fonde toujours pas mal d'espoir. C'est une équipe qui a été titrée il n'y a pas si longtemps de ça. C'est les Denver Nuggets, que moi je classe un peu mieux faire. Le bilan, il est à l'équilibre. 3-3. Bon, je ne suis pas totalement emballé. Alors, le bilan, certes, mais c'est surtout dans la façon de faire, dans les matchs. C'est peut-être une des équipes que j'ai le plus observé et vu depuis le début de cette saison régulière. On ne peut pas tout le temps voir tous les matchs et toutes les équipes. Mais voilà, moi, cette équipe de Denver, je l'ai pas mal observée. Alors, en point positif, tu as toujours Nikola Jokic. Lui, c'est le totem. Il bouge pas. Il nous claque des performances incroyables. Il y a eu son match contre le Jazz. Bon, c'était Utah, mais le dernier match là où il joue que 3 cartons, il nous sort un triple-double. Il y a eu le match en prolongation contre Brooklyn. Il sortait d'une prolongation la veille contre Toronto et il a quand même claqué un bon match contre Brooklyn. Donc ça, c'est le côté positif. Mais en fait, à part ça, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de très intéressant à relever pour l'instant du côté de Denver. Alors, Jamal Murray était absent lors du dernier match, il s'était fait mal, je crois. Mais au-delà de son absence sur le dernier match-là, il va revenir de toute façon. Je le trouve pas impactant, je le trouve pas percutant, je le trouve pas incisif. On s'était posé des questions sur le 5 de départ autour de Jokic. Pour l'instant, moi, j'ai pas non plus de vraies certitudes et de vraies garanties. Je sais que vous aviez parlé, on en avait parlé après en privé, de l'impact de Westbrook. Moi, je trouve que c'est intéressant, même si je mets un bémol. Il y a un côté un peu falabraque et il y a un côté où des fois il se disperse, mais c'est du Westbrook, on connaît le personnage. Mais on sent quand même que des fois c'est un peu compliqué. Sur le dernier match, il a été mis dans le 5 de départ à la place de Murray. Mais voilà, moi je suis assez sceptique de cette équipe de Denver. L'impact du banc là, dans le match contre Utah, bon alors ça a fait beaucoup tourner parce qu'il y a eu un blowout. Mais c'est vrai que quand tu voyais la rotation, tu avais DeAndre Jordan qui est très vite revenu dans la rotation. Tu vois, ouais, DeAndre Jordan, ça commence à faire un peu vieux, tu vois. Des mecs comme Watson, c'est intéressant, mais je trouve que ça apporte quasi pas grand-chose. Strother, c'est pareil. Et je terminerai là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est la Real à chaque fois qui a la réalisation sur le League Pass ou sur les chaînes qui diffusent Denver, mais il y a beaucoup de focus et de caméras fixées sur Mike Malone. Et en fait, à plusieurs reprises, on le voit qui se prend la tête, on le voit qui souffle, on le voit pendant les matchs, même quand Denver mène, on le voit, en fait, on a l'impression qu'il est perdu dans son coaching, dans sa façon de manager les gars, dans son... Et pourtant, c'est un mec, on l'a vu plein de fois, il y a eu plein de vidéos qui sont sorties où on le voit souvent dans les vestiaires après les victoires, où c'est un mec qui arrive à haranguer une équipe et les individualités. Et là, en fait, je le trouve perdu. Donc, il est un peu à l'image de cette équipe-là, peut mieux faire. Donc, Mike Malone, tu peux mieux faire. Et l'effectif autour de Nikola Jokic, vous devez normalement mieux faire. Voilà, parce que, je terminerai par là, Nikola Jokic, tu pourras pas attendre de lui qu'il soit comme ça toute la saison, en triple-double, avec des perfs incroyables, parce que sinon, il va être cramé tôt ou tard. Et en général, c'est jamais au bon moment. Okay. Toi, Julien, comment tu vois cette équipe? Limitée. Je la vois limitée. C'est-à-dire, comment tu... C'est-à-dire dans ses possibilités dans sa profondeur de banc et dans ses possibilités d'apporter par le banc et par les autres joueurs des solutions. Je reviens exactement, et c'était pas prévu, mais je reviens exactement sur ce que je disais tout à l'heure sur les Cavs, si je prends une comparaison,
où tu as un temps de jeu qui est quand même bien réparti et tu n'as pas des joueurs qui explosent à plus de 30 minutes. Si tu prends le 5 des Nuggets, les joueurs ils vont être cramés si ça continue comme ça. Et tu vois ce que disait McMahon qui ne trouve pas de solution, c'est aussi symptomatique de ça, parce que quand tu as un Nikola Jokic qui est à plus de 37 minutes par match, Michael Porter Jr. 37 minutes par match, Chris Brown 35 minutes par match, Jamal Murray 35 minutes par match, Aaron Gordon 35 minutes par match, ça laisse pas beaucoup de place pour le reste. Et après, tu as beau avoir un Westbrook derrière qui fait une vingtaine de minutes par match, et comme on l'a dit, et le problème c'est que si on cadre pas Westbrook actuellement, c'est compliqué, c'est parce que Chris le dit, il espère c'est du Westbrook, mais si un jour il n'y a jamais un coach qui déjà lui a fait accepter le poste de 6e homme, mais en plus de ça lui dit écoute mon gars, maintenant t'arrêtes ça et tu fais ça, tu joues là-dessus parce que c'est ta force. Déjà, lui, ça lui fera du bien, mais le problème, c'est qu'on est sur du coaching NBA. Et du coaching NBA, c'est pas du coaching européen où les mecs vont dire tes forces, c'est ça, tes faiblesses, c'est ça, tu joues que là-dessus. Et t'évites de partir sur ce genre de choses. Là, on est sur quelqu'un qui a eu un statut, qui, je pense, est intelligent et cherche à retrouver de la confiance et un bon jeu. Mais le problème, c'est que Mike Malone, pour l'instant, le seul truc qui l'intéresse, c'est de se dire qu'est-ce que je fais quand ça ne va pas? Quelle solution j'ai? Il regarde le fond de son banc, et il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. Le recrutement n'a pas été fait suffisamment, correctement. On en avait parlé dans nos overreactions, mais finalement, c'est plutôt criant de vérité. Nos overreactions n'étaient pas si over que ça. Maintenant, sur Denver au moins. Ouais, sur Denver au moins, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'ils se ressaisissent, mais comment? Maintenant, ça va être comment? Et là, j'ai mis des doutes. Voilà. Toi, Vincent, pour redresser la barre, qu'est-ce que tu vois? Toi, tu vois un ajustement d'effectifs ou alors il y a des joueurs qui vont prendre conscience du problème. Force est de constater que ce que dit Julien, c'est une réalité. Effectivement, tu as dans tout ton 5 joue 35 minutes par match en moyenne. C'est quand même énorme. Donc ça veut dire qu'il y a deux solutions en fait à ça. Soit Mike Malone n'a pas confiance à son banc, et pourtant le banc est bon, soit Mike Malone sent que son banc n'est pas à la hauteur. Donc si le banc n'est pas à la hauteur, il va falloir faire des changements pour avoir un peu de profondeur du banc. Moi je vois par exemple dans le banc, il y a un Dario Saric, alors qu'il fait un peu vieillot, d'accord, mais qui pourrait quand même apporter à mon sens. DeAndre Jordan a parlé, ça commence vraiment à être vieux, donc à un moment donné, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Et puis Russell Westbrook, qui va être normalement le 6e homme, qui est censé apporter un peu de poste de jeu, de guider un peu le banc, qui ne shoot qu'à 23% depuis le début de la saison. Donc c'est pas non plus suffisant pour tenir, et donc forcément tu rappelles les titulaires. Effectivement, il va falloir faire des ajustements, que ce soit au niveau du coaching staff avec la prise de conscience de joueurs et de mettre des joueurs devant leur fait et devant ce qu'on attend d'eux, ou alors faire des moves, des transferts. Je ne sais pas par quoi ça va passer, mais en l'état, effectivement, si Denver continue à faire jouer autant ses titulaires, on n'en est qu'à une semaine. À mon avis, ça va vite péter en vol. En plus, ça commence à se vieillir un peu, donc voilà. Alors, moi, il y a une chose, c'est que depuis qu'on parle, là, ça fait 2-3 minutes, enfin 5 minutes qu'on parle des Nuggets. Il y a un joueur dont on n'a pas prononcé le nom, c'est Aaron Gordon. C'est le joueur qui a été moteur pour passer du statut d'équipe sympa à jouer, machin, à potentiellement gagnable du titre. Cette année, c'est que le 5e marqueur et on a l'impression que ça baisse un petit peu, quoi. Ouais, mais il a quand même une belle efficacité au tir encore. Il est au-dessus de 50% au tir, en 3 points et à 2 points. Après, effectivement, c'est peut-être un problème, justement. C'est peut-être un des problèmes de ne plus arriver à jouer avec Gordon. Moi, je trouve l'attaque encore, ça va. Mais moi, je trouve que c'est la défense qui va pas trop loin du côté Denver, plutôt. Et c'est là où Gordon était très bon aussi. Ok. Vous, les garçons?
Non, moi, j'en ai parlé en début de propos sur Denver. Moi, c'est vraiment parce que il y a eu des faiblesses dans le banc, il y a eu des départs, Cadwell Pope, etc., qui n'ont pas été remplacés. Vous en aviez parlé, c'est maintenant, ça on le sait, c'est comme ça. Il y aura peut-être des ajustements quand ce sera trade deadline, mais là on est le 5 novembre, donc il ne faut pas faire d'ajustements là pour tout de suite, tu vois. Il faut un step-up des joueurs majeurs. Donc Jokic, on en a parlé, ça ne bouge pas, c'est le totem. Mais encore une fois, moi je vais continuer, mais c'est Jamal Murray. Alors, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne retrouvera plus un Jamal Murray de celui qui a permis à Denver d'aller arracher son titre de champion là. Mais il faut arriver à un entre-deux parce que là, je le trouve vraiment, j'allais dire désimpactant. Alors ça n'existe pas, mais en manque d'impact très clair pour son équipe. Il a quoi? Il a 16 points de moyenne, il a 4 petites passes. Alors oui, ok, c'est pas un distributeur comme peut être Chris Paul ou des mecs comme ça, tu vois, qui vont te faire 10, 11 passes par soir, mais moi, je trouve vraiment qu'il y a un manque d'impact et voilà. Et Denver va devoir encore plus s'appuyer sur ce monstre à deux têtes entre Murray et Jokic. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une tête pensante, il n'y a que Jokic. Et il va falloir que Murray se réveille vraiment. Parce que, moi, Christian Brown, c'est sympa, mais bon, ça ne deviendra jamais un mec All-Star. Michael Porter, ok. On sait que ce n'est pas toujours simple avec lui. Gordon, vous en avez fait de la husse il y a quelques instants et on ne va pas revenir sur le reste du banc. Donc, Jamal Murray, il faut se bouger, tu vois. Ok. Après, vous les... donc, Julien, toi, tu avais pris qui, toi, en équipe qui peut mieux faire? Les Kings. Ok. Ok, très chouette. Vincent? Ouais, j'ai beaucoup hésité, soit à mettre à partir du côté de Philly ou alors même les Bucks, mais j'aurais plutôt mis les Timberwolves parce que c'est pareil, j'attendais un peu mieux d'eux. Ok. Moi, pour ma part, j'avais choisi Washington parce que je pense que ils peuvent faire quelque chose cette année et avec deux, trois pièces qui retombent du bon côté. Ah, allez, on peut aller faire quelque chose. Et c'est en train de se mettre en place, Washington. Laissons-leur le temps, ça va le faire. Ouais. Chris? Ouais, ce qui est intéressant, c'est que sur les deux premiers, là, les côtés surdoués, bonne surprise, on était à peu près tous raccords, tu vois. Et autant là, pour le peu mieux faire, il y a 4-5 équipes, 6 équipes qui ont été sorties du chapeau. Donc, il y a un côté, en fait, on disait tout à l'heure, il y a des équipes, on sent que c'est le début de saison, elles ne sont pas prêtes. Et on attend mieux de ces équipes-là, elles sont en rodage. Mais voilà, c'est rigolo de voir que Vincent, il en a cité 2 voire 3 et on n'est pas tous d'accord sur les autres équipes, autant à l'Est qu'à l'Ouest. Donc ça, c'est plutôt cool et ça promet des futurs conseils de classe avec ces équipes-là qu'on va très certainement retrouver aux mêmes places ou en mieux ou en pire, on verra bien. Mais ouais, tout à fait. Ah, ça promet des discussions acharnées. Là, il y a eu que 2 semaines de compétition, donc oui, c'est ça. les cahiers sont encore bien tenus. Donc, encore bien écrit, tu sais, il n'y a pas de page arrachée. Exactement. Mais autant là, tu vois, pour les peu mieux faire, je pense qu'on a des critères, on a des critères un peu différents. Ouais. Oui. Et c'est ça, parce que sur les 2 premiers, je pense que les critères sont à peu près les mêmes. Mais pour peu mieux faire, ouais, je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes critères. C'est pour ça que je pense que les Kings sont à la limite d'être cancres, mais... Eh bien, on va en parler. On va voir ça. Bonne transition, tu vois, comme quoi, hein. Tu fais des bonnes passes à ton bonheur. Les cancres, allez, Vince, qui c'est que tu vois, toi, en cancre de ce début de saison? Bon, alors, j'ai choisi une équipe qui m'est chère et que j'apprécie beaucoup. Et c'est aussi pour ça que ça m'embête de les mettre en cancre et c'est pour ça que ça m'embête de les mettre là. Mais pourtant, je ne les vois que là et je ne voyais que... Je vais parler du Jazz de l'Utah. Alors, je vais m'expliquer pourquoi je mets les cancres ici. Non, c'est plutôt pourquoi ils sont chers à ton cœur. Pourquoi ils sont chers à mon cœur? Alors, c'est clair, parce que moi, la NBA, je l'ai aussi découvert dans les années 95 et j'adorais j'adorais les perdants. Ah non. Donc forcément, les duels Stockholm Malone contre Jordan, moi, j'adorais. Donc, voilà, c'est aussi pour ça. Bref. Et que tu as la même tête, pour nos auditeurs, que Greg Ostertag.
Pour ceux qui ont la référence. Ok, je ne sais pas si je dois bien le prendre ou pas, mais on va dire que oui. Donc le Jazz de Utah. Alors en fait, je vais m'expliquer pourquoi. Bon, déjà, le début de saison, il est catastrophique, il est à 0-7. Ils sortent en fait, ils ont tous leurs matchs, ils ont très très peu marqué. Le plus gros match où ils ont marqué, c'est 124 points, le premier match contre Memphis, mais ils en prennent 126 contre. Après, c'est 103 points maximum. Sinon, ils sont 3 fois en dessous des 100 points. Et le seul match où ils font 124 points, c'est grâce à un Markkanen en feu qui met 35 points. Mais sinon, c'est le désert absolu en attaque. En défense, c'est pas si mal que ça. Ils ont quelques matchs à 106, 113 points qu'ils encaissent. Bon, on se dit pourquoi pas. Maintenant, par contre, moi, je trouve que dans la construction, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Ils sont à 0,7 et je ne vois pas de porte de sortie à ça. Actuellement, pour moi, tout est cadré dans la saison, c'est fini. En fait, ils sortent de quelques années où ils étaient un peu au sommet. Alors, ils n'ont pas tutoyé les sommets, ils n'ont pas tutoyé le titre NBA, mais le duo Gobert-Mitchell était très fort et a permis de faire quand même une grosse hype du côté de l'Utah. Maintenant, je trouve que leurs transferts, ils ne les ont pas valorisés. Alors, ils ont encore beaucoup de pics de draft qui vont arriver dans les années à venir, mais pour la saison-là, on pouvait déjà attendre un petit peu plus de choses. Et je trouve que ce n'est absolument pas arrivé. On ne voit pas de construction, on ne voit pas de projet, on ne voit pas de ce qu'ils veulent faire en réalité. Et ça m'attriste un peu de voir ça. Je vais finir aussi avec un dernier argument, c'est que pour faire venir des joueurs à la free agency, il faut avoir du cap space, c'est une chose, mais il faut avoir aussi un gros marché. Utah est loin d'être un gros marché, ils ne sont pas attirants et ça va être très compliqué. Ok. Toi, Julien, comment tu vois la franchise de Utah? Alors, Jules, il faut que tu allumes ton micro. Ouais. Oh, pardon. Excusez-moi. Non, t'inquiète. Ouais. Décevante. Je suis de l'avis de. Je suis du même avis que Vincent sur différentes. Quand même des petites différences. C'est que moi, je comprends pas l'effectif à de quoi bien tourner. Le seul souci, c'est que la mayonnaise prend pas du tout, quoi. J'attendais un rookie plus impactant en la personne de Filipovski. Enfin, plus impactant, je m'entends, mais en tout cas, un peu plus solide sur ce qu'il pouvait apporter. Et bah, finalement, il n'y a pas grand-chose. Jordan Clarkson, j'attends peut-être trop du joueur, clairement. Okay. Et derrière, il y a un truc qui prend pas. Il y a un truc qui prend pas parce que je sais pas d'où ça peut venir. Alors sans doute, on peut reprendre tout ce qui est coaching, etc. Mais il manque, je pense, un vrai leader à cette équipe. C'est surtout ça. Parce que Lauri Markkanen, c'est bien, mais il manque vraiment quelqu'un, un vrai joueur, je ne vais pas dire une star, mais presque, un joueur qui peut emmener l'équipe derrière lui. Parce que, un catalyseur. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a plein de joueurs qui sont pas mauvais. On peut pas dire qu'ils soient mauvais, mais il leur manque quelqu'un, il leur manque un tuteur, il manque ça. Ou alors il va falloir mais bon, ceci dit, dans l'effectif, là, je regarde l'effectif, je vois personne capable de prendre ce rôle-là. Okay. Et si c'est pas le coach qui envoie et qui leur change leur état d'esprit, ça ne fera que continuer, quoi. C'est un effectif très jeune. Je vais quand même nuancer un petit peu ce que je dis, mais c'est quand même un effectif qui est très, très, très jeune. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, c'est un effectif jeune et ils ont besoin, à mon sens, d'un leader, d'un vrai leader. Markkanen, est-ce qu'il est capable de prendre ce rôle de leader? Je ne suis pas sûr. Et c'est là où ça m'embête, c'est que si le coach derrière n'a pas le charisme nécessaire pour emmener ses joueurs et les faire se transcender, bah ça va rester là. Et pour l'instant, c'est sur le papier, c'est une équipe qui a énormément de potentiel, mais on ne le voit pas. On le voit pas. Ok. Toi, Chris, Utah,
Est-ce que cette année, ils font pas la saison en fait, et qui leur était promise l'an passé, ou l'an passé, ils végétaient un petit peu entre deux eaux, mais pendant tout le début de saison, ils surperformaient, et puis que maintenant, ils arrivent à leur niveau, quoi. Ouais, moi, je t'avoue, Utah, je les ai juste vus là dans le match contre Denver. Là, j'en parlais tout à l'heure, donc dans ce blowout. J'ai pas grand-chose à dire, très honnêtement. C'est alors, sans faire offense à l'histoire de cette franchise-là, mais c'est pas du tout une équipe qui m'intéresse en fait, même à l'époque là avec Gobert et tout ça. J'ai jamais accroché. Voilà, c'est comme ça. Il y a des équipes on aime moins. Et non, les gars, voilà, faites-nous une saison blanche. Il y a des potentiels intéressants pour la draft 2025. On en parlera très certainement cette année sur The Free Agent. Donc allez-y, faites développer les jeunes, voyez ce qui peut être gardable, ce qui n'est pas intéressant, vous le transférez, vous le tradez. Markkanen, moi je suis de l'avis de Julien, je pense que ça n'a pas les épaules pour être le leader d'une équipe, en tout cas en NBA, tu vois. C'était un 7e choix de draft, je crois. Ouais, non, mais oui, 7e, hein, tu vois. Mais après, au-delà du choix du pic et de là où tu es drafté, c'est dans la tête, tu vois. Tu as le talent en tant que sportif, athlète, ce que tu peux apporter sur un terrain, mais tu as aussi tout ce qu'il y a autour, le conditionnement, la façon dont tu vas manager tes autres joueurs, dont tu vas leur parler, le lead que tu vas prendre. On sait qu'il y a des joueurs, ils sont bons à ça. Et ils ont peut-être moins de talent intrinsèquement. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Et après, tu as certaines exceptions qui ont les deux. Donc non. Moi, Utah, je regarderai d'un coin de l'œil de temps à autre, mais je t'avoue qu'il y a tellement de matchs NBA et tellement de franchises à suivre que il faut faire des choix, et Utah fait partie des non-choix pour moi. Mais voilà, bon courage à eux, bon courage aux fans de la franchise, et visez la draft 2025, les gars. Quitte à faire une saison pourrie, essayez d'aller récupérer. Ne faites pas une Detroit Pistons, tu vois, à faire une année de merde pour finir à chaque fois 5e à la loterie, tu vois. Juste pour parler de Markkanen, moi je trouve qu'il a un profil un peu à la Aaron Gordon quand il est parti du Magic pour aller rejoindre Denver. Il pourrait beaucoup aider une franchise à passer à step up une franchise, et pourquoi pas s'installer après dans le 5, mais en tout cas à step up une franchise. Tu trouves tout de suite là. Ah ouais, tout de suite là. Non, moi je trouve qu'il pourrait aider à être une solution en plus. Moi, je le trouve vachement excuse-moi, Julien. Moi, je le trouve vachement unidimensionnel, c'est-à-dire que il vit et il meurt pour son shoot à 3 points, tu vois. Autant Gordon, tu vois, il t'amène beaucoup de choses. Il t'amène de la défense, il t'amène de l'impact, il est au-dessus du cercle. Et je trouve que ça serait une bonne solution pour pas mal d'équipes, notamment une que tu connais très bien, Yaya, pour le shoot à 3 points, justement. Ah non, moi j'en veux pas. Hein. Ah non, mais vas-y, c'est bon, allez hop. Regarde, c'est du valeur. Non, Gordon, tu disais, tu faisais la comparaison avec Gordon, mais avant qu'il arrive à Denver, Gordon, c'était le mec, on l'appelait Monsieur Concours de Dunk, tu vois. C'était ça. Et il s'est développé dans un autre effectif, alors autour d'un pivot 3 fois MVP et qui est très très haut classé dans les rankings all-time. Et donc, ça peut-être pas arrivé à Markkanen, tu vois. Mais tu vois, il y a des joueurs, il a 27 ans, Markkanen. Il faudrait pas qu'il reste VGT 3 ans encore à Utah. Mais il pourrait, dans une équipe, je rejoins totalement Vincent, ça peut être un mec extrêmement intéressant dans une équipe qui vise le mois de mai, si ce n'est le mois de juin. Ouais, mais on l'a vu. Attends, excuse-moi, Julien. Julien, il n'y arrive pas. Excuse-moi, mais là, Markkanen, on l'a vu à Chicago, on l'a vu à Cleveland. Chicago. Et comment il est entouré. Non, laissons Julien parler. Il avait quelque chose à dire. Mais moi, je suis assez d'accord avec Vincent. Mais c'est un bon. Enfin, c'est un très bon joueur. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est un excellent lieutenant, entre guillemets, tu vois, qui doit être ajouté à une équipe. Et tu sais, là, je parlais d'un mec. J'ai fait une blague là sur le chat, une blague à demi-blague, mais on parlait de Denver juste avant. Tu sais quoi, le bon move, ce serait d'échanger Brody contre Markkanen, parce que Brody, c'est un mec qui a du mental et qui est capable d'insuffler quelque chose à de jeunes joueurs pour les pousser vers l'avant. Et ce qui manque à Denver, c'est des solutions, un peu plus de solutions offensives, parce que certes, on le catégorise sur son shoot à 3 points, mais il sait manier la balle, il sait faire des choses, il sait créer ses shoots.
Et ça, c'est des choses qui manquent actuellement à Denver. Et tu vois, ça pourrait être un bon truc. Moi, je vais d'ailleurs envoyer ma candidature de ce pas pour être GM chez les Jazz. Je suis assez d'accord avec toi. Tu prends la place de Danny Ainge, toi, comme ça. Ah ouais, merde, c'est pas. Je vais à Denver. Alors, par contre, après, effectivement, tu as raison. Par contre, le plus gros des soucis, c'est les contrats, parce que Mark Cannon a un contrat de 42 millions. Quand Ross West en a un tout petit de 3 millions. Donc, bon, là, il va l'équilibre des contrats. Ça ne matche pas trop. Là. Bon, bref, voilà. On restructure. Ouais, il y a toujours des solutions, t'inquiète. Ok, pas mal. Toi, Jus, t'avais mis qui en cancre? Le Jazz. Le Jazz aussi, ok. Toi, Chris? Milwaukee. Eh ben moi, je vais avec Chris, je vais avec Milwaukee. Extrêmement déçu. J'ai longtemps hésité, puis je pense que ça va exploser. Donc, ouais. Non, mais alors, l'an passé, j'avais fait une émission avec Axel sur le changement de coach. Tu arrêtes avec Mike Budenholzer, ok, très bien. Tu prends Adrian Griffin parce que tu as demandé à ta star Giannis, et pour le virer même pas au mois de décembre, et prendre Doc Rivers. Enfin voilà, j'ai rien contre le mec, hein, mais en tant que coach, il est cramé, Rivers. Il est cramé. Et même si c'est un tacticien qui a besoin dans cette équipe et puis surtout une vraie direction, parce que le trade de Lillard. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini depuis le trade de Lillard. Mais après, je pense que ça fitait pas entre les deux, et j'ai jamais cru. Ouais. Vous, les gars, après, je sais pas. Après, non, mais là, on va pas faire le conseil de Milwaukee, tu vois, mais il y aura vite faire raison. Oui, je pense qu'on aura l'occasion très vite, je pense. Ouais, il y aura c'est ça. Je pense que très rapidement, on parlera de Milwaukee, mais je suis pas aussi, je mets pas le coup près aussi fort que vous, mais ouais, non, c'est assez décevant, ouais, et ça semble pas partir dans de bonnes directions quand tu lis un petit peu ce qu'il y a à droite à gauche. Ouais, c'est ça le problème, parce que je pense que moi j'hésitais à les mettre on peut mieux faire, tu vois, parce que je me dis qu'il y a du potentiel derrière pour se reprendre. Mais c'est vrai que là, quand tu lis ce qui semble inéluctable, on va dire, ouais, je pense que dans quelques mois, on sera sûr que, je pense qu'on sera tous d'accord, et ce sera unanime sur le cancre, ce sera les Bucks. Parce que là, si tout va comme ce qui sort, ça va être compliqué pour eux. La saison va être. Si vous avez des maillots de Giannis de Milwaukee, vendez-les rapidement. Ouais. Ah, vous pensez que qu'il va y avoir trade? Visiblement, il n'a pas l'air très content, et je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, l'avenue de Lillard a eu pas que du bon. De plus en plus, on commence à lire quand même Giannis qui va jouer du côté de Golden State. Alors, c'est des rumeurs qui sont assez rigolotes, mais pour la dernière danse de Curry, ça serait rigolo quand même, je trouve. Ça m'étonne que les Lakers s'aient pas dit nous on le veut. Oui, ils l'ont certainement dit. Ouais. Tout ce qui passe, ils prennent. Hein. C'est le Yankees de la NBA. Je ne dirai rien sur ce que tu viens de dire, ta dernière phrase. Ouais. Moi, je suis pas aussi sûr que vous sur le traitement. Enfin bon. Allez, on va inaugurer maintenant notre nouvelle séquence. C'est le délégué. On a désigné nos délégués, et c'est toi, Chris, qui va nous en parler. Yes, bah oui, on s'est dit qu'on allait apporter une petite nouveauté dans ce conseil de classe saison 2, on va dire. Et donc, pourquoi pas proposer ces délégués-là, le joueur dans chaque conférence qui va un peu représenter la classe du mois pour la conférence Est et pour la conférence Ouest. Alors, pour le choix, il y a quand même pléthore de joueurs, donc j'ai demandé à un membre de la team The Free Agent, qui ne fait pas partie du podcast, par souci d'intégrité, de me proposer 5 joueurs à l'Est et 5 joueurs à l'Ouest qui, selon lui, ont impacté le mois précédent, donc là, le mois d'octobre, que ce soit en stats, que ce soit en perf, que ce soit dans le jeu, bref, voilà. Donc, c'est très subjectif, mais ça, c'est ce qu'on aime. Et donc, voilà, donc, je vous ai envoyé à chacun les 5 joueurs de l'Est et les 5 joueurs de l'Ouest. Vous avez dû les classer selon vous, du joueur le plus impactant au joueur le moins impactant.
J'ai fait mes petits calculs, ma petite pondération, et comme ça, on a le délégué de l'Ouest et le délégué de l'Est. Alors, avant de donner le résultat, on va quand même donner à nos auditeurs, auditrices, si vous êtes d'accord, les gars, la liste des 5 personnes qui étaient nommées à chaque fois pour les 2 conférences. Alors, on va commencer avec la conférence Ouest. Tiens, on n'en a pas beaucoup parlé dans cette émission. Alors, je vous les donne pas dans l'ordre, je vous les donne comme ça. Hein. Il y avait Buddy Hield, parler des Warriors il y a quelques instants. Kyrie Irving, il y avait Chet Holmgren, il y avait Ryan Dunn, qui c'est le jeune rookie de Phoenix, et il y avait Anthony Davis. Voilà. Ça, c'était le choix parmi les 5 joueurs de l'Ouest. Et à l'Est, on avait Josh Giddey, on avait Bilal Coulibaly, notre Français, on avait Evan Mobley, on avait Cam Thomas, du côté de Brooklyn, et Paolo Banchero, le joueur du Magic. Les 2 délégués du mois, donc dans la conférence Ouest, ça a été serré entre 2, honnêtement. Et après, c'était vraiment le reste, c'était du menu fretin. Ça s'est joué entre le joueur du Thunder et le joueur des Lakers. Et c'est Anthony Davis, qui est notre délégué du mois de la conférence Ouest. Il a obtenu 3 premières places et une 2e place. Alors, les 3 premières places, c'est donc moi-même, Yannick et Vincent. Et Julien, en bon fan de Boston, ne pouvait évidemment pas mettre un joueur de Lakers numéro 1. Donc, il l'a mis 2e parce qu'il a quand même un minimum d'intégrité basket. Non, je l'ai mis 2e parce qu'il n'était pas premier. Ah bah oui. Donc Anthony Davis, premier de ce premier délégué de classe pour l'Ouest. Et à l'Est, du coup, je regarde un petit peu mon tableau. C'était un petit peu plus serré, je vous avoue. Et c'est Bilal Coulibaly, notre Français, qui termine délégué pour la conférence Est. Et alors Bilal a eu 2 premières places. C'est Yannick et Vincent, et il a eu 2 2e places avec Julien et moi-même. Et ça s'est joué derrière. C'était Paolo Banchero, qui malheureusement du coup est blessé, là, qui va être absent pendant un long moment, mais voilà, qui avait quand même montré des belles choses. Donc voilà, Bilal Coulibaly et Anthony Davis, nos 2 délégués de ce premier conseil de classe de l'année 2024-2025. Alors, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que je suis le fervent défenseur de Bilal cette année à TFA, je reconnais que je les saoule quotidiennement sur les performances de Bilal. Je suis extrêmement surpris et extrêmement étonné de voir son impact offensif. Je savais qu'il en était capable, par contre, je ne pensais pas qu'il en était capable dès ce début de saison, tout de suite, dans cette équipe de Washington qui est quand même vraiment en reconstruction complète. Donc vraiment très, très satisfait. Par contre, effectivement, je trouve que le début de saison de Banchero est exceptionnel aussi. Il a pris en masse, il a pris en muscle, il a pris en épaisseur et il a pris en impact sur le terrain. C'est vraiment pas mal. Non, moi, pour ma part, Bilal Coulibaly, c'est, alors je l'avoue, c'est uniquement par cocardise. Je trouve que, et puis il me bluffe, ce gamin, il me bluffe. La pression roule sur lui comme l'eau sur les plumes du proverbial canard. Donc du coup, voilà, moi je pense que sky is the limit pour lui, et s'il continue comme ça, voilà, ça va être. Il est dans la franchise pour progresser, et il va avoir du temps de jeu, des responsabilités. Il a essayé d'en avoir l'année dernière, mais il s'est blessé au moment où il en avait. On lui souhaite de continuer sa progression. Juste si je peux me permettre un petit truc en plus, par contre, je l'ai dit déjà en off à tous les acteurs ici présents. Je vais le dire aussi à tout le monde. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal. Moi, j'arrive pas à. Quand on dit le futur Kawhi Leonard, comme on parle pour Bilal, le futur Paul George, tout ça, je trouve que c'est donner beaucoup de responsabilités aux gamins. Laissons-le se développer, laissons-le prendre le temps. Il a tout ce qu'il faut, il a toutes les panoplies, il a tout ce qu'il faut pour redevenir un bon joueur de basket. Laissons-le progresser, et il ne deviendra pas le futur Kawhi, il deviendra le futur Bilal. Et ça sera tant mieux pour lui. C'est trop beau. Ah ouais. Moi, je vais prendre la parole avant qu'on me la coupe encore. Non, on n'est pas comme ça. Calimero, au bout de 3 épisodes. On voit bien le côté bostonien, jamais. Le petit malheureux, on nous tape toujours dessus. Ouais, on parle pas de nous. Ouais, voilà, non, mais pour moi, j'avais pris les joueurs des effectifs qui étaient arrivés premiers.
enfin, qui était premier au classement. Donc voilà, mais Bilal, je l'avais mis en deuxième parce que et j'ai hésité longtemps à le mettre en premier d'ailleurs, mais j'ai pris un critère et je m'y suis tenu. Par contre, moi, ce que je trouve impressionnant là à l'heure actuelle, c'est qu'il fait preuve d'une maturité et d'un joueur qui a presque 10 ans dans la ligue alors qu'il les a pas, quoi. Ouais. Et ça, c'est quand même pour un joueur européen dans sa deuxième saison, ce qu'il est en train de faire là, puis il va voir au bout d'un moment Jordan Poole, il va disparaître, on ne sait pas comment, mais il va disparaître si c'est comme d'habitude. C'est que là, il porte l'équipe, Sur il se la comporte, rivière Potomac. ouais, il se comporte comme un vétéran et bah ça, peut-être en ça peut être une comparaison à Kawhi Leonard parce que vite il s'est comporté comme un vétéran sur le terrain. C'est un mec, tu l'as vu au bout de 2 saisons, tu avais l'impression qu'il en avait fait 10 déjà. En ça, peut-être, dans le jeu, en effet, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment, moi, c'est ça qui m'impressionne. C'est qu'aujourd'hui, il joue comme un vétéran. Il joue proprement, voilà, avec le physique, un esprit de vieux dans un corps de jeune. Donc voilà, Ok. pas comme moi. Toi, Chris? Non, bah, non, voilà, sur Bilal, voilà, vous voyez pas parce qu'on a un podcast, mais je porte un t-shirt à l'effigie de Bilal Koulibaly. Donc autant vous dire que Ouais. je suis dans le train avec Vincent de la communauté Bilal Koulibaly. Mais non, voilà, vous avez tout dit. Juste petit point rapide sur Anthony Davis quand même, hein, l'autre délégué qui, voilà, qui domine vraiment. On le dit, on le répète, peut-être pas suffisamment, mais quand Heidi est sur ses cannes, c'est vraiment peut-être franchement un top 5 joueur dominant de la NBA. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Julien ne sera jamais d'accord avec nous dès qu'on parle des Lakers, mais non, il est vraiment extrêmement impressionnant. L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il avait été là, hein, il n'était pas blessé ou très peu. On a souvent tapé sur lui à raison, mais l'année dernière, en tout cas, c'était là. Là, il continue, il a fait des bons JO aussi. Non, il est vraiment impressionnant, autant en attaque qu'en défense. Il claque des masterclass. Après, voilà, on va pas parler des Lakers, mais juste sur lui, moi, je trouve que c'est quand même mérité cette première place-là, même si du côté du Thunder, Chet montre aussi de très, très belles choses. Mais non, voilà, AD, il faut saluer le gros travail qu'il propose quand même, en prenant extrêmement peu de shoot à 3 points. Et ça fait plaisir, parce que je sais que l'année dernière, j'ai beaucoup râlé sur le fait qu'il en prenait beaucoup, et là, il en prend très très peu, je crois qu'il en prend même pas 2 par match. Donc peut-être aussi du bon travail de JJ Redick là-dessus. Mais voilà, c'était juste pour mettre un petit point sur Davis. Ok. Autre chose à dire, les garçons, sur Davis? Non, mais effectivement, je vais rejoindre ce que dit Chris. Quand il est sur ses jambes, c'est quand même phénoménal. Malheureusement, il n'y est pas assez. Mais on ne va pas se plaindre de le voir, en tout cas, là, en forme. Tant mieux pour lui et pour les Lakers. Et profitons du joueur quand même, parce que c'est quand même quelqu'un. Julien, toi, Anthony Davis, qui était annoncé chez toi pendant des années, hein, mais qui finalement est dans l'autre maison. Mais bon, ça c'est. Ouais. non, mais je suis assez d'accord. Non, vraiment très bon joueur. Et avec tout ça, moi je dirais, je me poserais toujours une question, c'est n'allez pas croire que c'est parce que je supporte les Celtics, mais est-ce qu'il serait pas mieux dans un effectif peut-être plus compétitif, je dirais avec une profondeur un peu plus. Et là, je pense qu'on aurait un joueur qui serait encore plus dominant. Mais il n'aurait pas besoin de pousser autant son corps, en fait. Donc, il serait beaucoup moins blessé aussi, je pense. Ouais, mais surtout, et puis pas au bout d'un moment faire des choses qu'on lui demande pas, quoi. Et moi, je pense que dans un autre effectif un peu plus complet et moins disparate, hétérogène, ce serait il aurait une carrière. Ce serait juste phénoménal, quoi. C'est direct, donnez-lui le titre de MVP dès le début de la saison, on n'en parle plus. Parce que c'est un joueur de ce calibre-là, mais il n'est pas dans la bonne équipe, je trouve. Maintenant, c'est pas parce que je suis supporter des Celtics et j'aime pas les Lakers. Pas du tout, hein. C'est vraiment de manière très objective, je pense qu'il serait mieux dans une autre équipe. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'il fait cette saison, pour l'instant, c'est remarquable. Ouais, complètement. On est assez d'accord. Et ben c'est ainsi qu'on va conclure notre premier conseil de classe. 58 minutes.
Bah, c'est parfait. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à venir discuter avec nous donc, sur le Discord communautaire. Hein, vous allez le chercher sur l'appli, d'aller suivre les articles sur l'appli TFA. N'hésitez pas. Et si vous nous écoutez en journée, on vous souhaite une bonne journée. Si vous nous écoutez en soirée, une bonne soirée. Et on vous dit à très vite sur les antennes de The Free Agent. À très vite. Ciao, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.